Il y a un mec de Salesforce qui est un énorme fan de Silicon Carnet à Paris, quoi. Mais je sais pas, ouais, il ferait mieux de bosser parce que là, ils me font perdre de la thune. Au lieu d'écouter mon podcast, il ferait mieux de bosser. On a le choix. Soit il y a plus d'auditeurs ici, mais moins de fric chez Salesforce, ou l'inverse. Bon, écoutez, si vous êtes chez Salesforce et que vous écoutez Silicon Carnet, je vous donne la permission d'aller bosser pour les 3 prochains mois. Revenez dans 3 mois. Et ne revenez pas tant que le cours de bourse a pas pris 20%. Merci. Salut les gars. Ciao. J'ai rien compris. Hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet. Cette semaine, je vous demande d'accueillir avec moi, à mes côtés, Gary Van Brandelier, le mannequin piece de l'IA, Angie Ismail, l'accélérationniste de Mar-a-Lago. Il nous appelle en direct de Miami et on a une invitée très spéciale cette semaine. C'est une copine, elle s'appelle Anaïs Moutot. Elle est journaliste économique au magazine Les Échos Week-end. Anaïs, bienvenue dans Silicon Carnet. On s'est connus à San Francisco où tu as passé 5 ans. Tu étais la correspondante des Échos sur tous les sujets tech à San Francisco. On s'était rencontrés à l'époque à Paris Soma. D'ailleurs, je t'informe que Paris Soma n'existe plus. Je sais, malheureusement. Ouais, malheureusement. Je suis revenue à San Francisco et j'ai vu que c'était toujours fermé. Ouais, c'est fermé. Je passe devant régulièrement et j'ai toujours un peu de nostalgie. C'était un endroit super sympa. Mais bon, voilà, Paris Soma fut. Alors, Anaïs, tu es de retour à Paris. Donc maintenant, tu es journaliste économique. C'est-à-dire que tu ne traites pas simplement des sujets de la tech, mais des sujets de l'économie en général. Au magazine Les Échos Week-end, ça veut dire que tu ne fous non plus rien de la semaine. Et que tu ne travailles que le vendredi soir pour sortir un truc le samedi matin, si je comprends bien. C'est ça? Tout à fait, complètement. C'est le job de rêve. Un job de rêve. Et d'ailleurs, en job de rêve, il se trouve qu'ils t'ont envoyé à San Francisco, donc t'es revenu et t'as passé quelques jours chez Anthropic, cette boîte d'IA qui est concurrente d'OpenAI. Et quand j'ai découvert ça, je t'ai dit, viens nous parler de ce voyage, de cette classe verte que tu as fait chez Anthropic, puisque tu as sorti un article que je montre qui est très réussi. Bravo, félicitations. Tu écris toujours aussi bien d'ailleurs, Anaïs. Oh, merci, ouais, c'est sympa. Et donc je t'ai dit, viens nous en parler dans Silicon Carnet cette semaine. Et c'est ce que tu m'as dit. Oui, bien sûr, bien évidemment, avec grand plaisir. Donc on t'accueille ici. Tout à fait. Tu ne connais pas ces jeunes hommes, hein, tu me disais. Non, on s'est pas rencontrés pendant mes années à San Francisco. Ouais. Ils ont un peu de talent, mais ils sont surtout les deux plus beaux qu'on a en fait parmi les pensionnaires. Donc ils sont essentiellement là pour des raisons physiques. Voilà. Mais sinon aussi ils ont quelquefois des éclairs de génie comme ça et vous allez le voir dans cette émission. Bon les gars, il faut que je vous dise quelque chose parce que les gens ne s'abonnent pas à la chaîne YouTube. Mes équipes m'ont dit on a un vrai problème là, Carles, il faut que tu le dises aux gens, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Non, c'est pas vrai, mais 50% des auditeurs sont abonnés à la chaîne YouTube, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Mon objectif, c'est 75%. Donc, je viendrai régulièrement vous donner les résultats de ça. Pour l'instant, on est à 50. Donc, il faut qu'on monte. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de Silicon Carnet. C'est beaucoup de boulot pour nous de faire une chaîne YouTube avec les vidéos. Il y a Baptiste, le monteur, qui fait des trucs absolument incroyables. Donc, on a besoin que vous vous abonniez aux chaînes YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Mettez rien d'autre que 5 étoiles. Si vous apprêtez à mettre 4, 3 ou 2 étoiles, arrêtez d'écouter Silicon Carnet. Et si vous aimez Silicon Carnet, vous mettez 5 étoiles. Et puis aussi, on a cette communauté de Silicon Carnet qui s'appelle l'Hacienda, qui fonctionne super bien. Alors là, c'est en feu en ce moment, quoi. En fait, venez nous rejoindre. On est presque 200 avec des conversations. On continue les conversations sur WhatsApp autour des émissions et plein d'autres sujets. C'est un outil de veille absolument incroyable. Il y a des gens incroyables dans cette communauté. Je les remercie, je les embrasse. Et d'ailleurs, je les retrouverai à Paris les 3 et 4 juillet pour 6 émissions exceptionnelles que j'enregistre au siège de Exa. Bisous Thibaut Elzière qui nous accueille dans ses nouveaux locaux à Paris. Avec 6 émissions en public enregistrées à Paris les 3 et 4 juillet. Ça va être super, on va faire la fête. L'Hacienda sera là. Si vous êtes membre de l'Hacienda, vous êtes invité à venir à participer à ces enregistrements et vous pourrez même participer aux émissions en intervenant pendant l'émission et en posant des questions à mes invités. Il y a du beau monde sur ces 6 émissions. Ça s'appelle Verano in Paris.
et c'est le hors-série spécialité de Silicon Carnet. Bon, voilà, tout est dit. Maintenant, on peut passer à l'émission. Cette semaine, je suis désolé, on va encore parler d'IA. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il y a des gens qui me disent, mais la semaine dernière, on n'a pas trop parlé d'IA, mais je dis encore parce que on a l'impression de ne parler que d'IA en permanence en ce moment. OpenAI est en train de signer des deals de tarés. On a le deal avec Apple. Il y a tu me parlais, Angie, du deal avec PwC. On va en parler. Et Sam Altman est l'homme fort d'OpenAI. On se rappelle que pourtant il avait été éjecté d'OpenAI il y a pas si longtemps que ça. C'était au mois de novembre. On avait fait une émission spéciale, Angie, ensemble à ce sujet-là. Et il est revenu. Et il est revenu plus fort que jamais. Mais dans le même temps, dans la Silicon Valley, il y a quand même des rumeurs qui circulent et de plus en plus de questions qui se posent sur l'intégrité du personnage. Et donc, on va rentrer un petit peu dans les arcanes de Sam Altman et de voir qui est ce personnage et qu'est-ce qui se trame derrière ce personnage. Donc, comme je le disais, Anaïs est là et on va aller faire un petit tour, là aussi, par la porte de service chez le concurrent de OpenAI, à savoir Anthropic. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle a découvert chez Anthropic. Ça va être super intéressant. Et comment est-ce qu'Anthropic se distingue d'OpenAI, puisque ils sont concurrents, mais ils ont deux approches radicalement différentes quand il s'agit de GenAI. Mais avant cela, je suis désolé, Gary, je voulais revenir sur les turbulences que les géants du SaaS sont en train de vivre. Tu nous as fait vivre, mon Gary, une semaine. Une semaine, on a vu tous les grands acteurs de l'entreprise software en difficulté la semaine dernière avec des cours de bourse qui ont complètement décroché. Alors, est-ce que rien ne va plus dans le SaaS? C'est le premier sujet de la semaine. À tout de suite, l'émission commence. Go yourself. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du SaaS? C'est la question qu'on se pose cette semaine. Visiblement, à en juger par la chute de certaines actions ces derniers jours, on pourrait croire que rien ne va plus dans le secteur des logiciels d'entreprise. Les actions de Salesforce, c'est pas simplement Salesforce, hein. Workday, on a pris pour son grade, UiPath aussi, MongoDB aussi, a bien morflé, mais elles ont chuté presque de 20%, rien que la semaine dernière. Moi, j'avais noté, je sais pas si tu es d'accord, Gary, tu connais mieux peut-être l'action que moi, que Salesforce a enregistré en gros son plus bas depuis 20 ans. On rappelle que tu bosses chez Salesforce. Alors, tu le sais d'ailleurs, Gary, s'il y a un moment la conversation dérape et que tu veux qu'on te floute, il n'y a pas de problème, on te floute, on te met dans les nuages, en fait, et tu disparais, quoi, en fait. Mais c'est vrai que Salesforce a enregistré son plus bas depuis 20 ans. Ben, en gros, c'est plutôt c'est une des plus grosses chutes qu'on a eues sur le cours. Le plus bas, non, parce que l'action, il y a 20 ans, elle valait $3. Donc c'est plutôt la plus grosse chute depuis 20 ans, ça c'est sûr. Et puis c'est une fameuse semaine pour nous parce que c'est sûr que quand le stock perd autant de valeur, on doit doubler les efforts. En attendant, ce qui est bien, c'est que l'action a déjà repris 10%, donc plus ou moins. Donc je pense que reste optimiste là-dessus, mais c'est vrai que on peut en parler, c'est assez étonnant à voir. Ouais, c'est très étonnant à voir. D'ailleurs, Anaïs, vous en avez parlé dans les échos de cette histoire. Vous avez suivi un petit peu ou c'est une bonne question. Je crois pas. Ah ben voilà. Il faut écouter Silicon Carnet. Je l'ai pas vu, il faut lire le supplément week-end des échos et écouter Silicon Carnet le reste de la semaine. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le cours de la bourse, notamment de Salesforce, perd 40 milliards en capitalisation boursière. C'est pas rien, quoi. Quand on parle d'un trou d'air, c'est un trou d'air de 40 milliards. En fait, vous avez juste loupé les objectifs de Wall Street de 40 millions. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que 40 millions à l'échelle de Salesforce, c'est que dalle, quoi. Vraiment, c'est que dalle. Et que ça crée un trou d'air de 40 milliards sur la capitalisation boursière pour juste 40 millions. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas autre chose. C'est pas le fait que vous ayez loupé l'objectif de 40 millions qui crée ce trou d'air de 40 milliards. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, effectivement, c'est absolument hallucinant de voir que tu as un revenu qui monte. Donc, on a quand même un revenu en croissance. On a loupé effectivement la target, mais pas non plus énormément. Et en plus, la guidance sur l'année, elle remonte. Ouais.
Et vos revenus sont en hausse, effectivement. Les revenus sont en hausse. Donc, en fait, year. tu regardes cette boîte-là, tu la regarderais d'un point de vue hors bourse, tu dirais, c'est une super boîte. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est de voir que le marché est ultra volatile sur les stocks tech, parce que pour le moment, tout le monde est un peu en attente de voir, attends, mais quelle boîte tech va fonctionner, pas fonctionner. Il y a les AI qui arrivent, comment elles réagissent. Est-ce que les clients achètent toujours? Les VC ne donnent plus d'argent, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, le secteur tech est quand même très volatile pour le moment. Et voilà, c'est juste qu'on a été pris comme exemple, je pense. Non, vous n'êtes pas les seuls à utiliser. On regarde là, je montre un graphique qui montre comment est-ce que se situent les autres acteurs. Et il y en a qui ont morflé encore plus que sûr. vous. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, le revenu, il est en hausse. Il est même en hausse de 11%. Vous êtes à 9,13 milliards de dollars. Donc, tout va très bien chez Salesforce. Mais c'est vrai que le Wall Street attendait de vous que vous fassiez 9,17 et vous avez fait 9,13. Sanction immédiate, trou d'air absolu. Et bon, alors on pourrait dire aussi que c'est les soldes et que c'est le moment d'acheter du Salesforce si vous croyez à Salesforce. Non, mais moi sincèrement, je suis bullish parce que quand on regarde le rapport annuel que vous avez sorti là sur le premier quarter, moi ce qui m'interpelle et je l'ai souligné là, je le montre à l'écran, c'est que votre operating cash, il est quand même de 6,5 milliards de dollars et en hausse de 39% year to year. Et le free cash flow, c'est quand même 6,08 milliards, là aussi en hausse de 43%. Donc c'est pas une boîte qui est en difficulté. Sauf que les promesses, je pense que le marché attend aussi beaucoup de choses et beaucoup de promesses sur cette histoire d'IA et de trucs comme ça, et qu'il y a des doutes par rapport à ça. Il y a aussi, je pense, et qui conforte en fait ce doute, c'est aussi les guidance que vous donnez sur les prochains trimestres. Vous parlez d'une croissance de 7,8%, c'est pas énorme quoi, 7,8%. Je pense que c'est ça qui a été interprété. C'est pas, pour moi, c'est pas le fait que vous ayez loupé de 40 millions la target, c'est plus les 7,8%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les résultats de l'IA ne vont pas se laisser voir dans les revenus à court terme. Ouais, je pense que en fait, ce qu'il y a, c'est, on peut en parler après sur l'intelligence artificielle. Ça reste de l'innovation, et donc au final. Tu peux innover énormément sur une première année. Est-ce que les clients vont tout acheter directement? C'est pas sûr. Et puis surtout, les clients sont parfois pas encore prêts à acheter. Donc, je pense que l'impact de l'IA sur les revenus viendra probablement l'année prochaine, à mon avis. Même si je te dirais que tous nos clients sont super intéressés par les produits qu'on fait. Donc, au final, ça se voit pas encore, mais ça arrive. Et d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression que les boîtes d'infrastructure IA, elles sont en train de cartonner parce que tout le monde leur donne du pognon, etc. Mais en fait, ce qui va vraiment arriver, c'est que comment les boîtes utilisent du GenAI pour croître leurs revenus, c'est ce qui va arriver après. Au final, là pour le moment, l'infrastructure est mise en place et puis maintenant, il faut construire dessus. NJ, à qui la faute? C'est quoi ton analyse? C'est quelque chose qu'on a vu arriver il y a 18-24 mois déjà. Hein. Je pense il y avait un petit peu de la hausse des taux qui avait fait rationaliser les investissements en logiciel. Je connais quelques personnes qui bossent soit dans de la scale-up SaaS, soit chez des SaaS. Et en effet, tu as vu dès qu'il y a eu la hausse des taux confirmée, les départements achats commencer à renégocier les contrats annuels, regarder l'utilisation des licences, alors que pendant que les taux étaient bas, si tu avais 50% de tes... Un petit peu, parce que tout le monde n'est pas économiste là-dessus. Ouais, comment est-ce que les taux, en fait, influencent justement l'achat, y compris de logiciels pour les entreprises? Parce que les entreprises s'endettent sur les marchés pour faire des investissements, et notamment des investissements en innovation, en R&D et en logiciel. Et bien évidemment, si les taux de la Fed augmentent, trouver l'argent sur les marchés coûte plus cher. Donc, du coup, ils font des économies en interne. Ça veut dire que si les taux sont hauts, l'innovation et la croissance diminuent parce que les entreprises ont moins de capacité de se financer pour accélérer leur croissance ou accélérer leur innovation.
Je m'adresse aux journalistes économiques là. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire? Parce que moi, je vous rappelle qu'à la base, je suis un littéraire hein, et que moi, j'ai fait une thèse sur Borges et le complexe du labyrinthe. Hein, donc, Et moi, je suis pas spécialiste du tout en macroéconomie, mais c'est tout à fait le mécanisme. Je l'expliquerai comme toi. Donc. Et puis NJ, t'as raison. Et le GDP, on n'a pas des bonnes nouvelles aux États-Unis sur l'économie américaine qui a été plein de lourd, qui a été une vraie locomotive ces derniers mois. Et là, ça ralentit un petit peu. On revoit à la baisse un petit peu le GDP aux États-Unis. On parle de 1,3% au lieu de 1,6%. Donc forcément, ça aussi un. Et c'est vrai, hein, nous on le vit ici aux États-Unis. Tu vois cette phase, je sais pas ce que t'en penses, vous qui êtes aux États-Unis, Gary et Angie, mais il y avait une phase un petit peu de YOLO, quoi. YOLO, c'est You Only Live Once, où grosso modo les gens consommaient, partaient en voyage, machin et un. Et on a le sentiment que c'est un petit peu fini cette histoire. C'est un peu fini et en plus, je te dirais, il y avait aussi un côté, en tout cas sur l'achat de Software Enterprise, il y avait un côté où comme l'AI est arrivé, on va dire sur l'année passée vraiment à fond. L'AI, ça fait des années que c'est là, mais bon, le Gen AI est arrivé et tout d'un coup, il y a eu une espèce de FOMO. Après le YOLO, il y a eu le FOMO. Et qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que toutes les boîtes avaient des budgets séparés pour acheter de l'AI. Donc t'arrivais, les boîtes disaient je peux rien acheter. Mais par contre, si t'as de l'AI, je te l'achète. Donc ils avaient un budget séparé rien que pour ça. Poche qu'on avait créé. Ils avaient gardé une poche, un budget pour ça. Entre-temps, ces poches-là, elles ont un peu disparu. Et parce que c'est le début de l'année et voilà, je te garantis que fin de l'année, il va arriver la même chose où tout d'un coup on va se rendre compte il y a toutes ces boîtes, elles ont en fait pas tellement dépensé cette année-ci et donc maintenant ça va exploser parce qu'elles vont se faire un budget fin d'année en disant il faut absolument qu'on dépense sur quelque chose, sachant qu'en plus tu vas avoir plein d'innovations qui va arriver encore via OpenAI etc. Donc la hype Gen AI, elle va redémarrer encore dès qu'il y aura GPT-5, etc. Ça va exploser. Moi, il y a pas mal de potes qui bossent dans dans l'enterprise software qui me disent aussi qu'il y a énormément de mal de signer des contrats pluriannuels en ce moment avec les clients parce qu'il y a beaucoup d'interrogations justement sur cette AI. Est-ce que la faute c'est pas non plus l'AI qui est en train de remettre en cause un petit peu le business model traditionnel des acteurs du SaaS? Parce que en fait, si on considère que l'IA va permettre de réduire les effectifs, et c'est déjà le cas dans certaines industries, le modèle économique du SaaS, il est généralement une licence par utilisateur. Si l'IA réduit la workforce, inévitablement, le nombre d'utilisateurs et le nombre de licences doit baisser également. Et est-ce que le marché est pas en train d'anticiper ce truc-là aussi? Je sais pas, NJ, tu penses que ça c'est une bonne analyse ou Ouais, moi j'y crois beaucoup. Hein. Il y avait en 2011, c'était Marc Andreessen qui disait Software is eating the world. Il disait ça dans un fameux essai qu'on a répété à tort et à travers depuis 10 ans du coup. Et là, en effet, AI is eating software margins quoi. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les outils AI ou en tout cas les attentes côté client, ils attendent de l'automation, d'automatisation, de workflow et avec du service à l'intérieur. Donc c'est-à-dire beaucoup de output, beaucoup de delivery. Alors que sur du software, les clients payaient l'usage de la plateforme, ils payaient de la feature, ils payaient de l'abonnement par utilisateur. Putain, donc, tu utilises que des anglicismes. Je vais me faire engueuler. Tu sais que je vais me faire engueuler sur YouTube. Mettez alors là, il y a traduction en bas là. Qui va arriver. Non, François Français va se pointer dans l'émission et il va commencer. Tu sais mais ouais, tous ces anglicismes, vous parlez comme Jean-Claude Van Damme, machin que c'est. T'as de la chance que je vienne pas jusqu'à ton studio pour te péter la gueule. Je suis François le Français, mince. Je suis désolé. Mais moi, je suis très aware. Hein. Je suis très. Pas de souci. Tu me parlais du deal de PwC NJ, qui est un client ou un intégrateur historique de Salesforce, qui vient de signer un deal justement avec OpenAI et qui parle-nous-en un petit peu de ça et. Ouais, du coup, j'ai pas, à part ce qui est paru dans la presse, j'ai pas lu le contrat. Mais en effet, donc OpenAI et Price Waterhouse Cooper pour PwC pour l'abréviation ont mis en place un partenariat qui consiste pour Price de revendre les solutions OpenAI aux corpos, aux entreprises, et aussi d'équiper l'ensemble des consultants et l'ensemble des employés, je sais plus combien, 150 000 voire plus consultants qui bossent chez Price
pour être équipés donc des technologies OpenAI version grand compte. Gary, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que tu as des clients aujourd'hui qui se disent les grands groupes, je parle pas simplement de Salesforce, ils traînent à intégrer en fait de l'IA dans leur truc, on va aller directement chez OpenAI? Ça, honnêtement, j'y crois partiellement, parce qu'en fait, ce que nos clients nous demandent, c'est plutôt l'inverse. Ils ont pas tellement confiance encore dans OpenAI, et donc la plupart des trucs qu'on fait, c'est souvent rajouter des couches qui permettent d'avoir plus de confiance. Donc, par exemple, en se disant, tiens, voilà, quand t'envoies les données chez OpenAI, il y a aucune des données qu'on utilise pour entraîner, etc. On filtre les données PII, donc c'est tout ce qui est RGPD, c'est quand on envoie les données, par exemple, de tes clients, on n'envoie pas ces données à OpenAI, on les masque et des choses comme ça. Et donc, au final, ça a été énormément demandé par nos clients. Donc, je pense que effectivement, il y a l'utilisation de ChatGPT qu'on fait un peu tous nous au niveau, je dirais, consommateur, qui est OK. Est-ce que tu peux lui demander de m'aider sur faire la structure d'un slide deck, des choses comme ça. Après, il y a quand même la notion, OK, c'est pas un assistant business. Mais pourtant, Salesforce, les solutions d'AI que vous avez, elles reposent sur Copilot, mais on rajoute énormément de données dedans. Et en fait, c'est ça la grande force, c'est que si tu regardes même le Copilot sur lequel je travaille moi, si tu demandes à ChatGPT, tiens, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire sur le deal Acme, ChatGPT va donner un truc super générique en disant contacte le CEO et demande-lui s'il a du budget. Nous, si tu demandes à Copilot, tiens, qu'est-ce que je dois faire sur le deal Acme, on va te fournir toutes les données qui sont dans Salesforce, on va rajouter ça dans la prompt et puis on envoie. On a l'historique des données. Et en fait, c'est ça qui est la grosse différence entre un assistant, je dirais B2C, et un assistant B2B. Et en plus, honnêtement, je pense de toute manière, les boîtes, que ce soit du Salesforce ou pas, ils vont utiliser plusieurs LLM. Je pense pas qu'il y aura des boîtes qui ne vont faire que leur business sur OpenAI. La vraie question, c'est de savoir est-ce que vous allez pouvoir le vendre, quoi, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça devient, j'ai l'impression que en fait, ChatGPT commoditise vachement en fait cette solution. Alors effectivement, je comprends que vous apportez une valeur ajoutée, vous et d'autres acteurs du soft. Sur ce sujet-là, la vraie question, c'est est-ce que vous allez être capable de foutre un premium là-dessus? Visiblement, Wall Street y croit pas. Question Anaïs, c'est intéressant ça. Vous, aux Échos, vous utilisez ChatGPT ou Claude pour rédiger tes articles? Allez, dis-nous la vérité là. Dis-nous la vérité. Claude, il était pas encore disponible. Maintenant, il l'est depuis le 14 mai. On va en parler. Ouais, c'est ça. Mais non. En tout cas, moi, les gens autour de moi l'utilisent pas. Philosophiquement ou parce que vous n'êtes pas équipé? Non, parce qu'en vrai, l'utilité, elle reste moindre encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors moi, je l'utilise en fait je l'utilise parfois en fin de recherche. Et d'écriture comme un fact-checker, c'est-à-dire que je reparle d'un déroulé qui implique des découvertes scientifiques par exemple, et je veux être sûre que je me suis pas trompée vraiment dans l'ordre un petit peu dans lequel ça s'est passé. Je vais l'utiliser au lieu d'aller me perdre sur 8000 liens sur Wikipédia, je vais peut-être juste me dire je vais regarder ce que ChatGPT me dit. Mais en fait, sinon, mais alors après, moi, j'ai la chance de travailler pour aussi le magazine. Notre but, c'est de sortir des choses qui sont pas déjà forcément sur Internet, via énormément d'interviews, via des rencontres en vrai. Et donc, par contre, je pense qu'en effet, ça oriente plus notre métier vers cette idée-là, qu'il faut que notre valeur ajoutée, ça va être de mettre en avant des choses qui sont pas trouvables sur ChatGPT. Je te pose cette question parce que je sais pas si tu as vu, mais le Washington Post change complètement sa stratégie et a prévu et a déclaré d'ailleurs qu'ils allaient utiliser de plus en plus d'intelligence artificielle, y compris pour rédiger des articles. Hein. Mais quel type d'article, en fait? C'est-à-dire que, alors, c'est pour ça que je précise bien que je travaille au magazine. Je pense que pour le quotidien, pour traiter les résultats annuels comme moi je le faisais, ou les résultats trimestriels quand j'étais à San Francisco, tous les 3 mois, je faisais tous les résultats trimestriels de Facebook, Apple, Google, etc. Pour ça, ça peut avoir du sens. Après, il y a quand même encore beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que, justement, j'en parlais avec un analyste financier qui me disait que Bloomberg avait commencé à faire ça.
et que en fait il y avait pas mal d'erreurs. Donc il faudra toujours, alors ça peut être une aide, mais il faut toujours quand même un journaliste qui repasse dessus. Et la difficulté en fait, c'est que pour moi, si le journaliste il fait plus au quotidien le travail de suivre les résultats annuels et les conf calls en continu, il va plus vraiment forcément être capable de lui-même fact-checker l'IA. Donc ça pose beaucoup de questions sur en fait quelles tâches vont vraiment pouvoir être déléguées sans perdre en qualité et donc continuer à faire que les gens s'abonnent, parce que nous c'est ça notre bataille aujourd'hui. C'est amusant que tu dis que tu l'utilises à la fin, parce que moi je l'utilise au début de mon boulot. En général, quand je dois faire un slide deck. Ouais, mais la différence entre toi et elle, c'est que elle sait écrire. Voilà, moi je sais pas écrire. Ça c'est la grosse différence aussi. Et c'est valable pour moi aussi, quoi. En fait, tu vois. Non, mais c'est pour ça qu'elle l'utilise à la fin. C'est plus la recherche. Je la fais d'abord et après je travaille dessus. Et en fait, j'ai l'impression que l'humain arrive au milieu plutôt. Tu l'utilises à la fin, au début, mais en fait, au milieu, t'as quand même tout un travail à faire de toute manière. Ça c'est une première chose. Et l'autre chose, en fait, c'est que je suis encore assez étonné de voir ce que les gens demandent à ChatGPT ou autre. Et un petit exemple rapide, c'est donc je travaille quand même avec beaucoup de gens qui sont très bons en tech. Et puis il y a une personne, je lui dis mais pourquoi tu n'utilises pas on a, si tu veux, une version de ChatGPT pour nous qu'on a créée pour nous. Je lui dis mais pourquoi tu lui demandes pas là et tu demandes de créer le truc d'abord pour toi. Et elle me dit oui mais j'ai essayé, ça marche pas. Et puis je lui dis mais montre-moi la prompt. Et en gros elle avait fait une prompt que même moi en tant qu'humain je comprenais pas. Elle a dit tiens mais crée-moi les steps, les étapes pour ça. J'étais mais c'est quoi pour ça, enfin c'est quoi le contexte, etc. Et en fait je me suis rendu compte que les gens sont très mauvais à demander les gens savent pas l'utiliser, des questions, ils savent pas l'utiliser, ils posent très mal leurs questions en fait. Ouais. Et c'est, enfin, pour rebondir là sur le sujet SaaS et surtout pourquoi le deal OpenAI Price est super intéressant selon moi, c'est que Price c'est consultants omniprésents, donc Price, Accenture, KPMG, etc. Hein, c'est des entreprises très respectables, mais qui consistent principalement à emmener des consultants dans l'entreprise cliente et à créer des process. Ces process, les automatiser si possible en faisant parfois des intégrations un peu Frankenstein entre deux ERP, etc. Ils ont une forme de distribution qui est géniale, une forme de formation qui est géniale. Mais ce qui est super fort d'OpenAI, c'est que grâce à la connaissance de Price de l'intérieur des entreprises et l'outil OpenAI que moi je vois comme un cheval de Troie, tu vas avoir une espèce d'analytique de l'humain qui travaille dans l'entreprise et savoir exactement ça. C'est que moi je suis dirigeant Price, je vais analyser tous les prompts de tous mes consultants et là tu peux savoir les 50% que tu veux virer demain. Et moi je serais très méfiant si j'étais chez un de ces cabinets, parce que justement la force que va avoir l'OpenAI intégré dans tous les process de l'entreprise, c'est de pouvoir dire quel est l'humain qui sait travailler. C'est comme si tu avais un stagiaire qui capte tout, tu vois, à ta direction. Le professeur, la semaine dernière, il parlait du fait que justement l'Internet et maintenant l'IA était en fait un outil de flicage qui avait complètement chamboulé le management en interne, déshumanisé finalement les entreprises. Et là, ce que tu dis là, c'est... mais je suis pas contre. Hein. Pour le coup, moi je suis plutôt pour. Toi, t'adores virer les gens, mais non. Mais avec respect. Non, mais je suis pour la productivité. Donc si ça augmente la productivité, c'est top. Non, mais on en parlait la semaine dernière dans est-ce que c'est la fin du salariat ou la fin du travail, et t'avais aussi Stéphane Mallard, bon, certes qui est un libertarien, mais qui explique qu'il y a plein de bullshit jobs quoi en fait dans les corporates, et c'est vrai que aujourd'hui ce que tu dis là est très vrai, c'est-à-dire qu'avec la mise en place en fait de l'IA à l'intérieur des entreprises, on va voir un petit peu plus que les gens pensent quoi en fait, ce qu'ils ont dans leur tête quoi. Des fois ça se voyait pas parce que ou peut-être on regardait les mails, je sais pas si on est avec ça, mais je pense qu'on avait légalement en France c'était plus compliqué. Je reviens à cette histoire des résultats des enterprise software. Question sur l'open source. Est-ce que on parle beaucoup d'open source, il y a beaucoup de push aussi du marché, que ce soit du côté français avec Mistral ou les Américains avec Llama 3. Est-ce que les entreprises sont pas en train non plus aussi de s'équiper en mode open source avec des solutions, et dans ce trade-off entre build et buy, qu'en fait, le build est en train de gagner, quoi, en fait, face au buy, peut-être parce qu'aussi l'offre est pas encore structurée en face chez les vendeurs, quoi, en fait, mais
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de ça? Déjà, moi, je suis super pro open source. Quand tu regardes, au final, il y a plein de boîtes qui ont créé leur business sur de l'open source. Donc, je pense pas que l'open source soit fautif. Je pense que les boîtes, potentiellement, les grosses sociétés utilisent de l'open source pour tester les trucs. Je suis pas sûr qu'ils construisent tellement dessus parce que ça reste quand même compliqué de trouver des gens qui comprennent tout ça. Et donc, au final, en tant que grosse entreprise ou même petite entreprise, oui, tu peux aller sur l'open source, mais tu dois quand même trouver les gens qui savent, OK, comment on va faire pour mettre en place le modèle, comment on fait pour l'entraîner, comment on fait pour s'assurer qu'il hallucine pas, etc., etc. Donc, je pense pas que l'open source est fautif. Je pense que l'open source est en train de justement aider à fond plein de boîtes à rester dans la course software de l'AI. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, et plutôt des boîtes de software, des boîtes tech, qui vont utiliser l'open source pour continuer à rester on top of AI, quoi. Moi, je voulais vous partager avec vous une réflexion parce que dans le passé, ces big players ont souvent utilisé une stratégie d'acquisition pour accélérer justement leur transition technologique. Là, je montre quelques exemples qui sont flagrants et d'ailleurs dans la colonne de droite, vous voyez l'impact. Alors notamment Microsoft et sa stratégie avec OpenAI, ils ont marqué too early to turn, mais bon, il y a quand même un impact certain. Je rappelle que le cours de bourse de Microsoft, tu en parlais, Microsoft qui redevient sur le devant de la scène, il a augmenté de 68% sur un an. Merci OpenAI, parce que c'est bien aussi leur partenariat avec OpenAI qui a certainement aidé, mais sur d'autres sujets, par exemple quand Alphabet a racheté Android, par exemple, ça a eu un impact énorme pour sa transition sur la partie mobile, ou Meta quand il achète WhatsApp, par exemple, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas parce que regardez ce graphique que je vous montre là, c'est-à-dire que le nombre d'acquisitions, il est en complète chute libre, quoi. En fait, il y a eu il y avait encore une trentaine, quarantaine d'acquisitions qui étaient faites annuellement dans les années 2016-2018. L'année dernière, il y en a eu que 7 acquisitions par justement ce qu'on appelle les Magnificent Seven, quoi. En fait, c'est GAFAM. Par contre, ce qui est à noter, c'est le nombre. Ils sont devenus des VC, c'est-à-dire que par contre, ils se sont transformés. Alors les acquisitions, je sais pas comment est-ce que vous expliquez que on n'est plus ces types d'acquisitions. Est-ce que c'est pour des questions de réglementation ou en fait ça devient de plus en plus compliqué de faire des acquisitions? On l'a vu avec Adobe qui essayait de racheter Figma et ça a pas marché. Ou alors est-ce que c'est plus intelligent d'aller faire un investissement et de devenir un VC soi-même? Je pense que c'est bon. À la fois il y a la partie régulation. En effet, on a vu plusieurs deals un peu capotés, ou en tout cas des deals qui pourraient se faire et qui vont peut-être pas se faire parce que le régulateur dit c'est position monopolistique, dominante, etc. Mais je pense aussi ça traduit le shift de technologie, c'est-à-dire que les grands groupes ont identifié la vague qui arrive, la commoditisation du software. Ils vont pas aller racheter des scale-up qui ont survalorisé leur boîte et qui en plus font des marges. Je sais que Gary, tu voulais rajouter un point sur ça. Je laisserai qui font pas des marges exceptionnelles et qui vont rajouter finalement peut-être 1% de part de marché sur un segment, mais que Salesforce de toute façon dans 18 mois ils peuvent aller courir parce qu'ils ont la puissance pour aller marketer, pour aller vendre, et ils vont venir beaucoup plus tôt chez les startups sur des innovations un peu de rupture ou sur des choses qui peuvent émerger. Et en fait, vraiment les dindons de la farce qui arrivent plus, c'est les startups intermédiaires, enfin les scale-up, quoi, les boîtes qu'on appelait, enfin les unicorns en fait, qui peuvent pas aller en bourse parce qu'il y a plus de rentrée en bourse, il y a plus d'acquisition comme tu viens de le dire, et les VC remettent pas au pot. Et puis en plus il y a l'AI qui arrive et qui va leur manger leur marché, quoi. Et ils n'ont pas les talents en interne, en fait, pour prendre cette vague de AI, et les talents sont pas disponibles parce que t'as OpenAI qui est en train de siphonner, en tout cas dans la Silicon Valley, tous les talents disponibles OpenAI et les gros, Je suppose que Salesforce fait exactement la même chose, mais enfin, OpenAI, les offres d'emploi d'OpenAI, c'est $800,000 par an pour 4 à 5 ans d'expérience dans le domaine de l'AI. Donc, quand t'es une startup, même une unicorn, qui est intermédiaire, effectivement,
tu peux pas d'abord virer toutes tes équipes de R&D pour les remplacer avec des gens avec des salaires de cet acabit-là. C'est impossible. Moi, je suis entièrement d'accord, hein, mais juste, je reste avant qu'on parle de ça, parce que moi, je suis très inquiet effectivement pour ces unicorns qui d'ailleurs le sont de moins en moins unicorns, parce que maintenant elles font des down rounds de plus en plus, quoi, et qui ont du mal de plus en plus à lever. Je pense qu'il va y avoir, ça va être un bain de sang, Walking Dead everywhere, quoi, en fait. Il y a plein de Walking Dead aujourd'hui, mais juste là, ces chiffres. Hein, quand je dis que les GAFAM sont devenus les VC, regardez ça. En 2016-2019, c'était les VC qui dominaient, quoi, en fait, l'investissement. Aujourd'hui, en 2023-2024, l'investissement, il est clairement dominé par ces Magnificent Seven, quoi, en fait. C'est eux qui sont devenus les nouveaux investisseurs. Les VC sont derrière, pratiquement, pas tout à fait, mais presque derrière les Magnificent Seven, quoi, en fait. En tout cas, par exemple, sur tout ce qui est foundational model, quoi, en fait, foundational layer, regardez sur 2023-2024, 21 milliards investis par les Magnificent Seven. Les VC, c'était 22 milliards. Ils sont juste devant, mais de très peu. En gros, c'est aujourd'hui, c'est les GAFAM qui financent la course à l'IA et qui financent aussi les startups et qui investissent aussi un tas de pognon incroyable. Regardez en termes de R&D, si on prend les 30 compagnies qui investissent le plus l'année dernière et qui dédient le plus en fait de R&D spending, c'est en tête Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft et Apple, quoi. En fait, c'est colossal, quoi. En fait, elles sont en train vraiment d'accélérer ce truc-là. Et encore une fois, il y a aussi un lien à faire avec les taux, parce que du coup, garder l'argent dans la trésor, ça ne rapporte plus. Enfin, ça rapporte, pardon, pour les fonds qui pouvaient pas avoir accès aux investisseurs. Donc du coup là, c'est pour ça que les VC ils ont des promesses de capital de leur LP, mais enfin de leurs partenaires, qui vont pas forcément envoyer l'argent. Et les seuls qui sont assis sur des montagnes de cash, c'est ceux que tu cites là. Donc ça renverse. Et donc aussi un peu la dynamique. investissent, et comme ça vaut pas le coup de l'investir sur les marchés, ils investissent dans la R&D pour accélérer l'innovation. Il y a ça, et en plus, quand tu regardes sur quoi ils investissent, c'est du foundational layer. Et donc c'est ça retombe sur le point que je disais au début de l'émission, c'est qu'on parle d'infrastructure. Ils sont en train de mettre en place l'infrastructure de demain. Ils sont en train de se dire, OK, l'infrastructure AI est super importante, on va contrôler un maximum de ça, pour ensuite créer des applications et toutes sortes de choses dessus. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec OpenAI et Microsoft. Microsoft, ils ont pris OpenAI et maintenant ils utilisent leur modèle pour créer au copilote entre autres et d'autres choses. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait ils prennent la mainmise sur l'infrastructure et puis après l'année prochaine, probablement ce qui va arriver de plus en plus, c'est les applications. Anthropic est un bon exemple de ça aussi, puisque donc Amazon a mis 4 milliards et Google 2 milliards, quoi. C'est donc, encore les Magnificent Seven qui investissent, ouais. C'est ça. Et en fait, ça leur permet aussi de rester à la page, dans le sens où Anthropic, du coup, s'entraîne sur leur dernière puce qu'ils fabriquent. Et donc, en fait, ça leur permet d'avoir un espèce de retour sur investissement aussi à ce niveau-là, en fait, de rester à la pointe au niveau de leur centre de données pour tout ce qui est cloud. Donc ça a deux bénéfices. Je suis curieux, moi, Anaïs, comment est-ce que vous regardez ça en tant que journaliste? Parce que là, tu vois, on le montre, la dominance de la Silicon Valley et des acteurs, et la quantité d'argent qui est brassée, qui est investie, en fait, par ces trucs-là. Un journal comme Les Échos français qui traite de l'économie, on a fait une émission en disant que les médias détestaient la tech, et en grande partie, je pense, parce que il y a trop d'argent et que la France a du mal à suivre. Vous regardez ça comment, en fait, toi en tant que journaliste, c'est que tu te dis quoi quand tu vois ça? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une répétition dans le fait que ça soit les États-Unis qui réussit à développer tous les modèles de foundational sont aux US, quoi. Donc l'Europe est très très en retard là-dessus. Donc c'est sûr qu'il y a une répétition. Après on a Mistral, voilà, on a quelques pépites, mais c'est vrai que c'est difficile sur le long terme de voir une histoire différente de celle d'Internet qui s'écrirait avec l'IA, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
malgré le discours de Macron, tu y étais d'ailleurs à l'Élysée, on en a parlé dans... Non, comme du coup je suis pas à ça, moi je change de sujet à chaque reportage, j'y étais pas. Ouais, donc on disait, NJ, tu en parlais un petit peu, alerte rouge pour les intermediate size players. Je te rejoins complètement. Moi, je suis pas du tout inquiet, et notamment par cette capacité d'investissement qu'on voit pour justement des boîtes comme Salesforce, Microsoft, Workday, ou bien évidemment les Magnificent Seven qui trustent complètement en fait le truc. Mais par contre, les acteurs intermédiaires, ces unicorns qui étaient encore flamboyantes, mais maintenant qui ont la queue de la unicorn en feu, quoi, en fait, hein, on a l'impression. Hein. En fait, ils sont dans une situation, c'est assez intéressant. Tu en as un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est vachement intéressant parce que ça personne ne le dit parce que ça pue, quoi. Mais elles ont pas atteint un niveau de revenu suffisant pour rentrer en bourse. La croissance, si la croissance est pas top pour des acteurs comme Salesforce, elle est pas non plus top pour elles, hein, voire même négative dans certains des cas. Donc du coup, comme ils ont pas de croissance forte ou voire même négative, ils peuvent pas lever d'argent, c'est ça, Angie? Tu peux pas aller voir un VC parce que tu dis puis les VC sont un peu en stand-by. Les VC sont en stand-by. En plus, leur dernière valorisation qu'ils ont mis en place entre 2020 et 2022 était juste hallucinante. Donc ils sont même s'ils lèvent de l'argent, ils sont obligés de faire un down round. Et puis on peut se poser la question, Gary, est-ce que leur produit est pas en train de devenir obsolète? Non, très honnêtement, moi je pense à quelques boîtes qui ont été c'est Sam Altman qui parle de Streamroll, quoi, en fait, par l'AI. On pense, je sais pas, une boîte comme, on en avait parlé avec Duolingo, par exemple, c'est mort, en fait, quoi. Après la démo de ChatGPT 4o, oublie Duolingo, mais des boîtes comme Grammarly, par exemple, fini, quoi, en fait. DeepL, j'adore, hein, c'est l'outil, moi je l'utilise tout le temps, mais comment tu vends du DeepL, quoi, en fait, aujourd'hui, j'en sais rien. Ou même des boîtes comme Front, quoi, en fait. On peut se poser la question, quoi. Est-ce qu'elles vont pas devenir obsolètes avec l'IA, Gary? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est vraiment compliqué pour le moment de rester sur le marché avec des solutions d'il y a un an. Et donc tout le monde essaie de faire de GenAI, mais le seul truc c'est que ça coûte quand même pas mal d'argent au niveau innovation. Et il faut du talent, il faut l'argent, parce qu'il y a quand même aussi l'infrastructure à payer derrière. Et donc c'est très compliqué pour des plus petites boîtes d'aller là-dessus. Et puis l'autre chose NJ en a parlé pendant 2 secondes, c'est qu'en fait les marges sont super mauvaises aussi. Donc en fait tu vois, quand tu regardes aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est est-ce que tu fais de la marge. Et la plupart de ces boîtes, elles font pas de marge. Donc oui, elles avaient du revenu et de la croissance parce qu'en fait elles recevaient plein d'argent des VC et donc c'était assez facile de faire de la croissance avec de l'argent facile dans une économie facile. Maintenant tu te retrouves avec des boîtes qui font pas beaucoup de marge, qui ont plus de pognon et on leur donne plus de pognon. Ça commence à devenir très compliqué. Et là, avec ce qui arrive en AI, c'est vrai qu'il y a plein de produits où tu te dis, mais en fait, le nombre de fois où j'ai un truc où je me dis, mais ça serait une bonne idée startup, ça. Et puis 2 minutes après, je me fais, en fait, c'est déjà fait. C'est la semaine d'après, tu fais, mais en fait, c'est bon. Et à la limite, tu dirais même ce qu'on a vu avec OpenAI, la démo qu'ils ont fait, et tu regardes Siri, tu fais, mais même Siri, on en parlera plus tard, mais on en parlera la semaine prochaine puisque le 10 juin c'est l'annonce de Apple et que on va en parler un petit peu parce qu'on sait que OpenAI a signé un deal avec Apple, mais on attend de voir ce que ça va donner. Ça sera la semaine prochaine, le 10 juin, quoi. Moi, c'est dans mon agenda à 10h du matin. En fait, lundi, ne m'appelez pas. En fait, je serai en train de regarder la conférence de Apple. Alors, on va parler du petit chouchou de NJ, Sam Altman. On sait que tu l'adores. Oui, en tout bien. Elon Musk, c'est le modèle de Sam Altman et Sam Altman, c'est le modèle de NJ. Il est très inspirant. Alors, Sam Altman, justement, il est plus puissant que jamais aujourd'hui chez OpenAI, NJ. C'est assez hallucinant, qu'en fait. L'enfant prodigue, hein. Donc, il s'est fait virer pendant 24 heures. Et puis, il revient sur une licorne, hein. Voilà, donc magique. Et puis on a l'impression que tout ce qui touche se transforme en or. Est-ce qu'il n'est pas victime un peu de son succès, effectivement, là? Parce que
On a l'impression qu'effectivement là tout lui réussit. Bon, il est clairement en train de faire le ménage en interne chez OpenAI. On voit pas mal de départs, mais ces départs-là, ils sont souhaités, Anchi. C'est-à-dire que c'est en gros tous ceux qui l'ont trahi pendant la période d'avant qui sont en train de finalement être nettoyés. C'est le nettoyage des écuries là, quoi, d'Ogias. Toi tu vis, toi tu crèves. Les collabos, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va pas passer. On a l'impression d'un nettoyage de qui a collaboré avec le board d'avant, quoi. Ouais. En fait. Il le dit à demi-mot dans les interviews qu'il a vraiment pas apprécié certains comportements, des gens qui ont pris parti contre lui. Et donc en effet là, il fait le grand nettoyage dans l'équipe sécurité, dans les équipes aussi avec des termes. Donc ils ont des espèces de termes qui font signer si l'employé se mettait à partir, qu'il pourra jamais dire du mal d'OpenAI, mais surtout de Sam Altman, je pense. Donc je pense que ça fait partie du jeu. Il a dit qu'il était pas au courant de cette histoire-là. Oui. Bien sûr. En fait, il est très drôle parce qu'en fait, bon, effectivement, tout lui réussit en ce moment. Il vient de signer un deal, peut-être le deal de la décennie avec Apple. On va voir, on en parlera certainement la semaine prochaine. On va voir ce que Apple va en faire. Le lancement de ChatGPT 4o, énorme succès. Face au lancement de Google le lendemain, tout le monde était en train de dire ChatGPT 4o, c'était vraiment beaucoup plus impressionnant, même si je pense que ça n'a strictement rien à voir, mais bon, peu importe. Et puis il a des casseroles qui lui arrivent un petit peu aux fesses, et moi il me fait très penser. Quelqu'un me disait, en fait, il est un peu comme Elon Musk, dont c'est le modèle, mais pas du tout, parce que Elon Musk il s'excuse jamais. Elon Musk il fait des saloperies. Mais j'ai jamais entendu Elon Musk demander pardon. Moi, je pense qu'il ressemble beaucoup à Mark Zuckerberg, Sam Altman. Tout à fait, ouais. Et le parallèle, moi, je le pousse. Il y avait un film, The Social Network. Le titre, c'était Bien sûr. On ne se fait pas 1 milliard d'amis sans se faire quelques ennemis. Et c'est exactement ça, en fait. Pour moi, voilà, t'es obligé. Tu veux faire bouger les lignes, tu veux innover sur des sujets comme ça. Il est obligé de heurter la sensibilité des plus jeunes, enfin, des gens qui sont pas préparés. Il a vraiment la philosophie move fast and break things. Ouais, qui est la philosophie originelle de Meta et de Mark Zuckerberg. Tiens, ça sera un bon papier pour le week-end sur les Échos, là, un portrait de Sam Altman. Vous l'avez déjà fait, je suppose. On l'a fait dans le quotidien, la page enquête plutôt. Mais là, en ce moment, moi, je vous le dis, il y a des trucs croustillants à aller choper là en ce moment. Ouais. Après, moi, je serais plus modérée quand même dans le sens où toutes ces personnes qui quittent l'entreprise, qui sont donc en charge de la question un peu de la sécurité des modèles et des risques, tous ces gens qui font partie de la communauté un peu des doomers, quoi, donc des gens qui pensent qu'il y a un risque catastrophique de l'IA, ils ont une influence de plus en plus grande sur les régulateurs. Donc il gagne, mais en même temps, il gagne pas parce que de l'autre côté, tous les gens qui parlent de son entreprise ont vraiment de l'influence à Bruxelles, à Washington, etc. Et viennent aussi rejoindre les rangs d'Anthropic. Donc là, par exemple, dans son équipe, il y avait Yann Leike qui est parti, qui était vraiment un des chercheurs seniors sur la question de l'alignement. Et il a rejoint Anthropic, et tous ces gens-là sont en train d'influencer beaucoup plus les régulateurs, ont beaucoup plus l'oreille des régulateurs que Sam Altman. Non, Sam Altman, il est proche, il essaye d'être proche des régulateurs, il leur dit qu'il est en train de mettre en place des systèmes de sécurité, il a embauché cette fille qui était une ancienne de Meta, qui travaillait, je me rappelle jamais de son nom, je suis désolé, mais qui travaille sur toute la partie justement publique, etc. Mais attention Anaïs, il y a un pari dans la Silicon Valley en ce moment, c'est que le prochain président des États-Unis, c'est Trump. C'est pas Joe Biden. Donc en fait, tout ce travail sur les régulateurs avec les doomistes et machin, etc. Si Trump passe, tu vois, les accélérationnistes, ils ont le boulevard, c'est-à-dire c'est le péage de Saint-Arnoux qui s'ouvre, quoi. En fait, les barrières se lèvent, quoi. En fait, allez-y les gars, quoi. En fait, donc je pense qu'il y a aussi un petit pari comme ça. Et Sam Altman, sous son image très un peu policé, qui est comme un gamin qui casse des choses et qui ensuite s'excuse. Je pense que derrière, il a peut-être une pensée beaucoup plus proche de
Peter Thiel, machin, des trucs comme ça, en espérant, ou Elon Musk d'ailleurs, en espérant que, même s'ils détestent le personnage de Trump, parce qu'ils savent tous que c'est un idiot fini, quoi, en fait, mais pour le business, c'est peut-être le meilleur cheval sur lequel miser. Tu penses quoi de ça, Angie, toi qui vis près de Mar-a-Lago? Ouais, je pense, c'est sûr qu'ils ont les élections en tête, la partie régulation, etc. Mais pour revenir sur l'influence de Sam Altman, bon, clairement, il se fait des ennemis, et je pense que son plus gros allié peut être son plus grand ennemi également, parce que vous vous rappelez quand on faisait l'épisode sur que le fait que Sam Altman s'était fait virer et que Microsoft avait fait un coup de génie d'essayer de le faire venir chez Microsoft, et puis en fait non, le soutenir, etc. Et moi je pense que la relation, quand je vois le développement, je pense que la relation elle est pas aussi au beau fixe que ça. Ouais, et plus, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équilibre qu'on ne le pense. On dit souvent, ouais, Microsoft donne tout à OpenAI, les crédits, etc., la distribution. Mais quand on regarde d'un point de vue techno, au final, Copilot, qui est en train d'avoir un super succès en corporate, c'est quand même détenu, tout de l'IP, c'est chez OpenAI. Microsoft, faut pas oublier que ça reste la boîte corpo chez qui les vrais geeks de la Silicon Valley veulent pas aller bosser, ils préfèrent le pirate chip de Apple. Et d'ailleurs le deal, peut-être c'est la transition vers le deal avec Apple, ça montre quand même une certaine liberté de Sam Altman d'aller faire un deal avec l'ennemi juré historique de Microsoft, où tu vas aller placer ta techno, tu vas l'embarquer dans le meilleur device qui existe, qui est l'iPhone. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il mène on le disait, un jeu d'échecs en 4 dimensions. Et puis pour ajouter à ça, il va aller créer un écouteur, avec de l'IA dedans, avec des caméras frontales, avec l'ancien designer de Apple, Johnny Ive. Et c'est clair que ce deal-là entre Apple et OpenAI, je suis certain qu'il fait un petit peu grincer les dents chez Microsoft, hein. Et chez Apple. Parce que Gary, je pense que Microsoft, ils attendaient qu'OpenAI bosse beaucoup plus sur des solutions qui soient incorporables du côté justement corporate dans les grandes entreprises. Alors qu'on voit là, mais en même temps, il est pris un peu en étau, hein, le père Sam Altman. Et c'est vraiment une partie d'échec. Il se dit, j'ai pas gagné contre le corporate parce que j'ai Microsoft qui va quelque part me déshabiller sur ce truc-là, et c'est la marque pour les entreprises, ça sera de toute façon Microsoft, et il veut fabriquer une marque qui a vraiment une aura sur le marché, et donc il se dirige vers Apple, qui l'embarque en fait dessus, parce que là tout d'un coup il va vers le consumer, et c'est une façon de renoncer un peu à l'enterprise. Mais en même temps, il y a PwC, donc tu vois, c'est quand même très chaotique. C'est pas très clair. Ouais, hein. Et en plus de ça, t'as Satya Nadella qui, lui, entre-temps, ils ont fait plein d'investissements dans OpenAI, mais malgré tout, ils travaillent sur leur propre LLM, et ils ont pas été, c'est pas un secret qu'ils regardent comment potentiellement remplacer OpenAI sur certains points ou certains sujets. Et donc en fait, ils sont tous en train de travailler ensemble, mais tous avec un couteau derrière le dos au cas où. Tiens, si lui il me donne plus son LLM, c'est pas grave, j'en ai un à la place que je peux utiliser à la place. C'est dingue. Et si eux me mettent plus sur les deals, mais c'est pas grave, je peux aller chez Apple parce que du coup je ferai du consumer, etc. Et en fait, c'est vraiment très amusant parce que pour le moment, et c'est de nouveau, on retombe toujours sur ce point, c'est l'infrastructure est en train de se mettre en place, mais c'est pratiquement l'infrastructure humaine aussi, d'une certaine manière, où en fait, t'as un ensemble de gens qui travaillent ensemble, et en fait, pour le moment, tout le monde est plus ou moins pote et pas pote, donc ça va. Mais tout d'un coup, il va y avoir des groupes qui vont faire, en fait, maintenant, je le supporte plus, je veux plus travailler avec lui. Et en fait, là, ça va commencer à changer beaucoup. Et même chose sur l'infrastructure, où il y a des gens qui vont dire, moi, je veux plus utiliser du coup OpenAI, ou je veux encore utiliser à fond OpenAI, peu importe. Mais en fonction de certains points et certains sujets. Donc, ça va être très intéressant à voir, mais c'est vrai que ça doit être super chaud à naviguer. Parce que, en plus de ça, il a quand même pas mal de pression sur ses épaules, parce que moi, je suis pas un doomer AI, mais ça n'empêche que si on arrive à de l'AGI, est-ce que ça sera via OpenAI ou pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. Mais par contre, il doit avoir une pression de malade parce que c'est quand même sa vision depuis le début, c'était de faire de l'AGI, et il continue à pousser. Et donc, et t'as son copain Elon Musk qui arrive dans le jeu, en fait, avec XAI, qui lève $6 milliards. Qui, eux, étaient des grands potes, et maintenant ils sont plus trop potes. Donc ça a déjà commencé il y a longtemps, c'est qu'entre temps, ils seront potes le moment où il faudra être potes. En fait, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très pragmatique, il y a toujours,
je te déteste, je t'aime, allez viens, on fait un deal, et c'est très respectable, hein, parce qu'il n'y a pas de guerre, enfin il y a de la guerre idéologique dans les médias, etc. Mais après, quand il faut faire du business ensemble, ils sont tous prêts. Alors parfois Elon Musk il va se braquer, il va dire tu me parles plus, etc. Il a fait une passe d'armes avec Yann Lequin. Yann Lequin, oui, effectivement là ils se sont. Ouais, c'était assez intéressant où Yann Lequin. Pourquoi est-ce que Yann Lequin s'attaque à Elon Musk? Enfin, il est sûr de perdre. Qui s'attaque à qui au final? Après, ils ont. Alors là, c'est Yann Lequin qui a été mordre un peu les tibias de Elon Musk, quoi. En fait, il était sur son flux, quoi. En fait, il a été chez lui, il a été. Oui, mais c'est liberté d'expression, c'est Twitter, donc on dit ce qu'on veut. Ah, tu crois ça? Et puis ça fait augmenter aussi sa fanbase à Yann Lequin. Ah ouais. En rentrant dans la même. Ouais, il a utilisé la plateforme pas Twitter, en fait, il a pas utilisé la plateforme X, il a utilisé la plateforme Elon Musk, quoi, en fait, pour amplifier le message. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce personnage de Sam Altman parce que c'est assez intéressant. Il a une facette. Il n'est pas comme le modèle type en fait de l'entrepreneur de la tech qu'on a l'habitude de connaître dans la Silicon Valley. D'abord, effectivement, comme tu le disais, la boîte aujourd'hui est valorisée près de 90 milliards de dollars. Je crois que c'est 86 le chiffre exact. Et il a une sorte d'image un petit peu comme une sorte de bon samaritain qui est complètement désintéressé. J'ai pas de capital dans OpenAI. Il déclare un salaire de $65,000 par an, quoi, en fait. Ce qui, pour la Silicon Valley, si vous avez vécu dans la Silicon Valley, ça correspond à, je crois que c'est en dessous du SMIC, quoi, en fait, quoi. Donc, je pense que ça doit être en dessous d'un salaire minimum qu'on peut envisager dans la Silicon Valley. Mais il essaye de faire en sorte d'apparaître comme quelqu'un qui je sais pas si vous avez vu, il a sorti un pledge où il a dit qu'avec son compagnon, ils allaient redonner toute leur fortune éventuelle, etc., etc. Donc, il se positionne un petit peu comme ça, d'une façon très altruiste. Et en fait, quand on regarde derrière, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi, en fait. C'est-à-dire que le mec est en fait assis sur une fortune qui, sans parler d'OpenAI, puisqu'il n'a visiblement pas d'action, même s'il va en avoir, parce que le board veut lui mettre en place des actions, un plan d'action, donc il va être actionnaire d'OpenAI. Mais il a une fortune personnelle qui est estimée aujourd'hui aux alentours de 2,8 milliards de dollars. Chose qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, par exemple, Sam Altman, il a 7,6% de Reddit. Cette boîte qui vient juste de rentrer en bourse, donc 7,6% de Reddit, ça vaut 700 millions de dollars. Et Reddit vient de signer un deal comme par hasard avec OpenAI, qui a fait augmenter son cours de bourse de 10%. Donc il y a plein de conflits d'intérêts comme ça un petit peu partout. En fait, il a fait des coups aussi merveilleux du temps de Wacy, NG. Stripe, par exemple. Ouais. Stripe, oui, effectivement. Il avait investi combien dans Stripe? C'est $15,000 pour 2% de la boîte, il me semble. Et ça, c'est juste les exemples qu'on connaît. Et en fait, il y a plein d'autres boîtes où il a pu investir très tôt, dès 2006, 2007. Donc ouais, ça fait partie du truc, de l'histoire aussi du personnage. On appellerait ça comment en français? C'est la Silicon Valley. Anaïs, c'est du conflit d'intérêts total. Non, mais il est partout. Il vient d'investir dans Helion, qui est une start-up dans la fusion nucléaire, dont Microsoft est un client, comme par hasard. Et c'est pas pour rien qu'il investit dans la fusion nucléaire, parce qu'on sait qu'un des bottlenecks aujourd'hui de l'IA, c'est l'énergie, parce que l'énergie. Voilà. Donc il place ses jetons, ses pièces un petit peu partout sur l'échiquier, et on a l'impression qu'il est un peu partout. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que lui a reproché une des membres du conseil d'administration, qui a récemment parlé dans un podcast. Je crois que c'est Hélène Tonnerre, une de celles qui a décidé de virer en novembre, que justement il n'était pas transparent sur ses autres investissements ailleurs. Et que c'était un peu un souci. Donc je me demande si par exemple sur Reddit, alors qu'ils ont passé ce deal, c'était quelque chose qui était clair ou pas. Enfin voilà. Donc j'aime bien ta façon très journalistique de dire je me demande si, alors qu'en fait elle le pense véritablement. Donc moi je vais le dire parce que moi je peux le dire, quoi, en fait. Mais oui, t'as raison, Hélène. On a cru au moment du départ de Sam Altman que c'était pour des questions philosophiques, éthiques, machin, tatata. Mais en fait, comme toujours d'ailleurs dans la Silicon Valley, c'est toujours pour des questions de pognon. Sam didn't inform the board that he owned the OpenAI startup fund.
even though he, constantly was claiming to be an independent board member with no financial interest in the company. On multiple occasions, he gave us inaccurate information about the small number of formal safety processes that the company did have in place, meaning that it was, basically impossible for the board to know how well those safety processes were working or what might need to change. And then, a last example that I can share, because it's been very widely reported, relates to this paper that I wrote, which has been, I think, way overplayed in the press. The problem was that after the paper came out, Sam started lying to other board members in order to try and push me off the board. Et ce qu'effectivement Hélène est en train de dire, c'est que ils ont compris, et Sam Altman leur cachait, que parallèlement à son travail chez OpenAI, il était en train de fabriquer un empire autour de lui avec des investissements. On parle de Reddit et d'autres, même des trucs qui sont autour. Il a investi 180 millions de dollars dans Retro, qui est une start-up qui travaille justement sur l'augmentation de l'espérance de vie. Il a investi dans plein de boîtes d'IA, en fait. Il a investi aussi dans une boîte qui s'appelle Conception, qui est une boîte qui fait de la gamétogénèse in vitro, qui veut créer des gamètes à partir de cellules de peau ou de sang. Donc il est aussi vachement dans les biotech et tout ça, quoi. Ouais. Aussi mais toujours à base de AI, quelque part. Pour prendre un peu sa défense, je pense qu'il illustre très bien en fait la Silicon Valley, c'est qu'il a été au centre de tout un tas de choses, dont Y Combinator. Mais en fait, quand tu regardes d'où il vient, son parcours, il a investi dans des potes. Quand il a investi chez Reddit, quand il a investi chez Stripe, et tout un tas de boîtes, je pense que les 20-30 boîtes qu'il fait avant d'être patron de YC, c'est des potes. C'est des mecs qui disent, ouais, ah putain, il y a 2 founders qui sont en train deux frères irlandais de 19 ans ou 18 ans qui montent une boîte. Allez, je vais mettre un ticket, 15 000. En vrai, 15 000 $, même en 2009 ou 2008, c'est pas grand chose. Sauf que Stripe, tu prends même la dilution de Stripe, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui, mais ça doit être, c'est colossal, c'est des centaines de millions. Mais du coup, s'il fait un deal, Conception, c'est son ex. Ah, Conception, c'est son ex, en plus. Donc, voilà. C'est son ex. S'il fait un deal avec ses potes aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment lui en tenir rigueur? Et bon, ça serait en France, ça serait impossible. Et en France, ce qui se passe, c'est plus, tiens, t'es mon fils, je te donne le job. Mais bon, ça, on en parle différemment. Mais moi, je veux pas trop. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est un peu une forme de peut-être de bro culture, hein, qu'en fait quelque part aussi mais... cette sorte de réseau dans la Silicon Valley qu'on connaît bien parce qu'on y a tous vécu, où ces petits meurtres entre amis, et puis quand ça marche, tout est connecté finalement les uns avec les autres. Alors les gens pensent que c'est un plan machiavélique qui a été construit depuis le début. Non, c'est juste le fruit de connexions et d'investissements à droite à gauche qui tout d'un coup prennent un sens par rapport à ça. Gary, toi tu as quel est ton avis sur le personnage? Alors moi je pense Sam. Que il est. Tu peux y aller parce que je pense pas qu'il va sponsoriser. Non, je pense pas non plus. Mais de toute façon, je pense que moi je pense qu'il est vraiment très très bon. Il a probablement un double jeu, ça c'est sûr. Mais il est excellent dans ce qu'il fait. Je pense que ça se voit très clairement. Et le coup de maître qu'il a fait dernièrement, c'est justement cette démo ChatGPT qui n'a même pas fait lui-même d'ailleurs. Qui n'a pas fait lui-même, mais bon, au final, autant dire que derrière, il était dans le public. Mettre dedans. Ouais. Où au final, il montre un tueur de série, puis il va quand même faire un deal avec Apple quelques mois après ou quelques semaines après. Enfin, je veux dire, il est juste très très bon le mec, quoi. Il investit dans les bonnes choses et puis. Mais je l'ai dit les gars, hein. Vous rappelez-vous dans l'émission 1, et moi j'ai eu le sentiment que cette démo là d'OpenAI c'était une démo pour Apple. Je me suis senti presque dans une sorte de réunion de business development chez regardez Apple. Et d'ailleurs, on a mis que vos produits, quoi, en fait, et regardez ce que vous pouvez faire. J'ai dit que, en fait, cette démo de ChatGPT 4o était en fait une réunion commerciale chez Apple, quoi, en fait, de la part de OpenAI, simplement retransmise en public. Ouais. Hein. Et c'était fait pour, c'était comme si c'était un rendez-vous sales de OpenAI chez Apple qui leur montre ce que vous pouvez faire avec OpenAI sur un téléphone. D'ailleurs, tous les devices, c'était des Apple. Hein. Anaïs, tu as passé plusieurs jours chez Anthropic. Tu viens nous raconter cette expérience dans Silicon Carnet. Alors, explique-nous d'abord, c'était à ta demande. C'est toi qui avais envie d'aller passer quelques jours chez Anthropic ou revenir dans la Silicon Valley? Ouais, non, c'était à ma demande. Donc, et qu'est-ce qui t'a intéressé chez Anthropic? Pourquoi pas chez OpenAI?
En fait, c'est la deuxième start-up d'IA avec la valorisation la plus élevée. Et il y avait très peu de papiers sur eux, avec vraiment une plongée avec les cofondateurs dans la boîte, etc. Il y a eu un papier. C'est un couple qui dirige Anthropic. Non, c'est un frère et une sœur. Ah pardon, je croyais que c'était un couple. Ah non, je croyais qu'ils sont frères et sœurs. Ah d'accord. Ils sont frères et sœurs, oui. Non mais tu vois, là tu vois ce que je dis là, ça montre bien qu'on connaît rien de cette boîte quoi en fait quoi. Bah oui, ils sont jusqu'ici en fait, ils voulaient pas trop parler aux médias. Donc je pense que Dario Amodei, il est ni sur Twitter, donc qui est le PDG, il est ni sur Twitter, il est ni sur LinkedIn et il déteste les réseaux sociaux. Il trouve que c'est quelque chose qui est le plus petit dénominateur commun intellectuel, que ça favorise la bêtise. Donc il est très réticent à parler, c'est un peu l'opposé de Sam Altman, mais là je pense qu'ils ont compris qu'il fallait. Donc là il a fait les Échos Week-end, après là il est en couverture du Time, il a fait le podcast d'Ezra Klein du New York Times, donc il commence un peu à comprendre qu'il est nécessaire ça paraît dingue quand même ce que tu dis là, quoi, en fait, de se rendre compte de ça. Enfin, moi, je veux bien que ce soit le nerd au fond de son laboratoire, quoi, en fait, et que il regarde ailleurs, quoi. Mais c'est des physiciens. Donc il y a énormément de physiciens en fait chez Anthropic. Donc Dario Amodei, c'est un physicien. Jared Kaplan, c'est un physicien qui est le directeur scientifique. Donc ils sont 7 cofondateurs. Et c'est vraiment des gens qui sont plus orientés recherche à la base, quoi. C'est un lab, donc après on a Daniela. Comment ? C'est un labo, quoi. À la base, d'ailleurs, ils se définissaient comme un labo. Ils se définissaient comme un labo. Et ils ont commercialisé que depuis même pas un an, en fait, Claude. Donc, c'est quand même encore assez récent. Mais donc oui, moi, c'est moi qui les ai contactés parce que je trouvais qu'on, finalement, on savait pas tellement sur cette boîte. C'est aussi des anciens d'OpenAI qui sont partis d'OpenAI. Et donc, parce qu'ils étaient en désaccord. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller un petit peu fouiller là-dessus. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui avec tous les départs de l'équipe sécurité d'OpenAI, en fait, c'était déjà un peu le cas avec tous ceux qui sont partis d'OpenAI en 2021 pour fonder Anthropic. En fait, c'était déjà annonciateur de ça. C'est intéressant parce que ton article, tu dis Anthropic, le chevalier blanc de l'IA. Alors, quelque part, tu prends un peu parti, quand même là-dessus avec un titre comme ça. Je sais pas si c'est ton titre ou c'est celui des Échos, quoi. Mais c'est pas mon titre. C'est pas mon titre. Mais je voulais te poser la question parce que. Et ça veut dire quoi? Moi, je comprends qu'on puisse dire. Moi, j'aurais titré Anthropic l'anti-OpenAI. Moi, c'est ce que j'aurais titré. Je suis pas journaliste. Mais il y a quand même la volonté là de dire que il y a des méchants et des gentils, quoi. En fait, et Anthropic fait partie des gentils. Non, c'est comment eux ils se présentent. C'est clairement comment ils se présentent. Eux, ils se voient comme la boîte d'IA qui va tirer tout le monde vers le haut en adoptant des principes sur la gestion des risques et des politiques avec une manière d'entraîner leur modèle qui va être positive pour l'ensemble du secteur. Mais Sam Altman, il dit la même chose. Lui, il dit qu'ils veulent en sorte que leur technologie serve l'humanité, qu'elle soit disponible à tout le monde, et qu'ils ne sont pas pour l'open source parce qu'ils veulent justement, comme d'ailleurs Anthropic n'a pas de modèle open source, parce qu'ils veulent garantir, à l'inverse de Mistral par exemple ou de Meta avec Llama, eux disent que l'open source c'est un peu le danger qu'en fait en termes de sécurité de mettre des technologies comme ça entre toutes les mains. Mais je te dirais qu'OpenAI a le même discours. Pourquoi est-ce que Anthropic, ou est-ce que c'est les woke de la vallée qui sont réunis chez Anthropic et qui font un peu qui définissent ce qui est le politiquement correct? Non, je pense pas que c'est ça. C'est plutôt que dans le discours, il y a le discours. En effet, ils ont un discours assez proche. Et après, il y a les actes. Donc, il faut regarder ce qui est mis en place concrètement. Donc, ce qui a été mis en place concrètement par Anthropic, c'est une politique, ils appellent ça la Responsible Scaling Policy. Donc, c'est une politique très claire et très longue. C'est vraiment un document vraiment très, très détaillé qui explique des niveaux de risque. Donc, il y a 4 niveaux de risque pour 3 risques qu'ils ont vraiment ciblés. Donc, il y a la possibilité de fabrication d'armes biologiques, les cyberattaques et l'autonomie des IA. Donc, des IA qui se copieraient d'elles-mêmes sans qu'il y ait contrôle humain. Et donc, pour chacune, ils ont défini des niveaux avec des mesures de mitigation applicables et ils disent clairement que si nécessaire, on fera une pause, voire on arrêtera s'il y a vraiment un danger trop grand. Donc ils ont sorti ça maintenant il y a au début de l'automne et depuis, en effet, ça a poussé d'autres compagnies comme OpenAI à élaborer une politique un petit peu similaire.
DeepMind aussi. Ce qui les différencie aussi, c'est qu'ils ont 40% de leur équipe qui sont dédiés à la sécurité, et ils ont notamment la plus grosse équipe de ce qu'ils appellent l'interprétabilité. Donc le problème aujourd'hui, c'est que c'est des boîtes noires, les réseaux de neurones. On ne comprend pas vraiment bien pourquoi l'IA, elle fonctionne de cette manière ou pas, et donc ils ont des équipes, ils ont la plus grosse équipe dans le domaine avec 17 personnes qui regardent à essayer de trouver des méthodes pour être capable de lire l'intérieur des réseaux, de regarder à l'intérieur, de faire comme une IRM en fait, des réseaux de neurones. Et donc ils ont quand même des programmes concrets chez eux qui montrent un engagement. Après, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Pas forcément, parce qu'en fait ils disent eux-mêmes, mais c'est comme en fait en biologie, on a aujourd'hui des milliers de chercheurs dans le monde entier qui essayent de comprendre le fonctionnement du cerveau, on n'y est toujours pas arrivé. Donc en fait, c'est pas avec même une équipe qui est la plus grosse du secteur, mais qui en fait comprend même pas une vingtaine de personnes, qu'on va y arriver, parce qu'en fait on a créé des systèmes qui nous dépassent, quoi, aussi compliqués, qui nous dépassent complètement, et c'est la première fois que l'homme crée quelque chose qu'il ne comprend absolument pas. Et donc eux, disons, ils ont plus la conscience de cette chose-là. Ils veulent essayer de mettre en place des mécanismes pour essayer au maximum d'avancer sur ces questions. Et malgré tout, même si c'est une petite équipe, ils ont quand même réussi déjà à expliquer beaucoup plus la black box que d'autres. Il y a un article qui est sorti, je pense, il y a une semaine ou deux, où en fait ils ont expliqué qu'ils ont commencé à vraiment bien comprendre. Alors ça va être compliqué à expliquer, mais en gros, dans un LLM, il y a plein de petites features, des caractéristiques, et ils se sont rendus compte que certaines, si tu les combinais ensemble, te donnaient des autres outputs, donc des autres sorties de ton LLM. Et en fait, c'est les premiers à vraiment se dire, attends, mais si je rajoute ça et ça, donc là, ça va te faire un output qui est pas bon, qui est biaisé ou qui hallucine, et donc on va aller rechanger un petit peu ça, et ils changent, si tu veux, les neurones du cerveau, et ils les remettent ensemble, et ils disent, ah ben tiens, ça donne quelque chose de bien, ok. Mais c'est les seuls qui font vraiment un truc vraiment super technique là-dessus. Mais est-ce que c'est une boîte, ça, les gars? Là, moi, je vous entends parler, quand je me dis, est-ce que c'est une boîte? C'est un labo? C'est un truc de recherche? Ça devait être un truc... Au final, OpenAI et Anthropic, c'était ils sont là pour faire attention, mettre en place de la réglementation, de la sécurité. C'est des doomistes, les mecs, ils sont dans des labos. Non, c'est une entreprise qui vend Claude, qui est aujourd'hui le modèle avec les meilleures performances, des performances qui sont supérieures à GPT-4. Donc, ils sont meilleurs en génération de code informatique, meilleurs en résolution des problèmes de maths, meilleurs en raisonnement de QCM scientifique d'un niveau master à l'université. Donc, ils ont le meilleur modèle. Après, ça change tous les 6 mois, mais pour le moment, ils ont le meilleur modèle. Et ils ont sorti Claude. Alors oui, ils l'ont sorti plus récemment. Et ils sont vraiment centrés sur Text Generative AI. C'est-à-dire que ils se dispersent moins qu'OpenAI. Ils sont beaucoup moins consumer-centric. Donc, ils n'ont pas d'outils pour produire des vidéos ou des images ou ce genre de choses. Et leur idée, c'est vraiment d'avoir un outil pour les entreprises. C'est vrai qu'ils sont très utilisés en fait par les pharma, les universités, les entreprises, les grosses universités pour la science. C'est vrai qu'à la base, Dario, il m'a raconté que lui, il s'est lancé là-dedans parce qu'il était chercheur en neurologie computationnelle, il essayait de comprendre le cerveau, et il a bien vu qu'on n'allait pas y arriver en tant qu'humain pour être capable de digérer toutes ces données, et c'est l'IA qui lui a donné l'espoir, et il continue. C'est clair que son but final, c'est d'arriver à une découverte scientifique majeure via ces outils. Donc c'est sûr qu'ils ont un focus un petit peu différent, mais là ils sont vraiment en train de lancer la commercialisation. Ils ont lancé une app, ils commencent à avoir 3 tiers différents de modèles en fonction des besoins des entreprises, donc ils accélèrent dans la commercialisation. Mais je suis d'accord que jusqu'ici on aurait plus dit un labo qu'une entreprise. Quand je disais c'est de non-profit, ils sont pas démarrés en non-profit, mais quand tu regardes l'historique, c'est en fait ils ont tous démarré avec l'idée on va faire de l'AGI, on va faire avancer l'humanité, etc. Et puis petit à petit il y a le côté pognon qui arrive, et qu'il faut vraiment il faut commencer à un peu gagner d'argent là, parce que sinon et donc en fait OpenAI était beaucoup plus vite sur ChatGPT, et puis ils se sont rendu compte que ChatGPT c'est un vrai produit. Au final ils s'attendaient pas du tout à ce que ça devienne un produit phare, et puis maintenant OpenAI va probablement devenir un for profit. Anthropic c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Ils faisaient beaucoup de recherches, puis ils se sont rendu compte, merde, on doit avoir un assistant Claude, parce que sinon on n'est plus dans la course. En fait, c'est un peu ta Formule 1 pour montrer, ok, t'as le meilleur moteur et la meilleure équipe technique. Et donc ils sont un peu obligés de se transformer
comme OpenAI est en train de le faire, sauf que ouais, mais moi j'ai l'impression que ça fait penser à des chercheurs qui jouent à la startup. Moi, je sais pas, Angie, tu vois, il y a ce modèle-là aussi de se dire, t'as le super produit, mais en fait, ça suffit pas d'avoir un super justement, produit. Ouais, je peux donner un exemple très concret parce que nous on utilise les API de Anthropic, notamment Claude 3 Opus pour, comme tu disais, Anaïs, des tâches complexes, créatives et en texte, donc notamment pour des analyses financières. Les résultats sont très bons. Et aussi, on utilise un autre modèle de chez eux qui est pour le coup beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver chez OpenAI, qui s'appelle IQ, et qui est donc un tout petit modèle, mais qui fait plein de trucs super vite, notamment des tâches répétitives. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue business, c'est que même si on a commencé, je sais pas, peut-être il y a 4 mois, on a dépensé quelques dizaines de dollars pour tester Anthropic, ils nous ont tout de suite assigné un chargé de compte avec qui on a pu discuter, ce qui est jamais arrivé avec OpenAI alors qu'on a dépensé beaucoup plus. Parce qu'en fait, OpenAI, leur modèle, c'est ils te mettent dans un Slack. Une fois, OpenAI et que Anthropic, ils sont à la masse, ils ont pas beaucoup de clients qui ont frappé à leur porte. Non, je pense qu'il y a un souci, il y a un souci de ce qu'ils livrent et de ce qu'ils ship qui est beaucoup plus fort, en fait. OpenAI, ils vont ship le truc et ils vont attendre, tu vois, ils vont aller voir les forums, ils vont voir s'il y a des trucs ils sont dans la vision, tu vois, ils disent, on suit Sam Altman, on va là-bas, l'AGI, c'est notre vision. Anthropic, je pense qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques. En tout cas, le feeling que j'ai eu de la discussion, c'est quoi votre use case? Ok, comment on peut vous aider? Bien sûr, vous êtes un tout petit client pour nous. Enfin, voilà, ils ont des revenus conséquents. Donc c'est le bon partenaire avec qui collaborer en ce moment. Moi, je trouve que c'est super intéressant, ouais. À la fois parce que le produit est performant et en plus, tu peux parler avec quelqu'un et tu peux donner du feedback. Voilà, il y a un nom, quoi. C'est pas un Slack avec 700 boîtes. Il leur manque juste un CEO, quoi. Qui va sur Twitter. Bah non, mais c'est leur pari justement. Ils ont 7 cofondateurs, ce qui est quand même rare. Et d'ailleurs, je parlais à une de leurs investisseuses au début. Elle m'a dit, c'est vrai que moi, on m'a toujours dit au-delà de 2, oulala, qu'est-ce que ça, enfin, on s'en va. Et là, elle a quand même décidé d'investir. Et le 7 cofondateurs, c'est le pari de justement que, par exemple, celui qui est en charge de la recherche ou celui qui est en charge des policies, eh ben, il soit au même niveau et il continue d'être d'avoir une importance. Ah, donc en fait, ils sont 7 cofondateurs et pratiquement 7 co-CEO. Non, il y a quand même un CEO qui est Dario et il y a Expliquez-moi maintenant que c'est une DAO et puis alors là, je suis convaincu. Bah, ils ont un modèle différent. Ok, ouais, non, mais pourquoi pas? Non, mais c'est intéressant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour monter une boîte dans l'IA, il faut arriver avec un modèle de gouvernance complètement fucked up, qu'en fait. Parce qu'OpenAI, c'est n'importe quoi. Quand on regarde le modèle, qu'en fait, de gouvernance, ces boîtes d'IA, elles ne font pas les choses comme les autres, effectivement. Mais peut-être par nature. Ils ont vraiment réfléchi leur gouvernance en fonction de ce qui s'est passé à OpenAI, quoi. Ouais. Donc, ils veulent pas que ça soit ils ont décidé de faire une entreprise et pas de faire une non-profit. Donc, ils ont fait une entreprise, mais à mission, une benefit corporation, parce que ils savaient bien que pour réussir, pour faire, il faut énormément d'argent. Donc, ils voulaient des investisseurs. Ils disaient, bah, les investisseurs, ils veulent une entreprise. Et en même temps, pour intégrer dedans l'idée que ça doit pas être que le profit, mais les intérêts de la société à long terme qui pèsent aussi dans la balance. Donc, les deux principaux investisseurs, Anaïs, tu nous rappelles dans Anthropic, c'est Amazon, 4 milliards, et Google, ils ont mis 2 milliards. D'accord. Donc, on retrouve encore une fois nos GAFAM. C'est en crédit ou c'est en dollars? Massivement, ouais. Il me semble que c'est en dollars. Donc c'est encore un peu plus que XAI qui vient lui d'annoncer un deal de 6 milliards, mais qui visiblement serait plus que 6 milliards maintenant, hein, puisque ils reçoivent beaucoup d'argent. Le nouveau projet d'Elon Musk, XAI sur le sujet de l'intelligence artificielle. Anaïs, merci d'être passée nous voir. C'est quoi ton prochain dossier alors? Tu vas nous parler de quoi? Là, vraiment, je suis sur quelque chose qui n'a rien à voir. Je suis sur 2 sujets JO. Donc, les JO. Ah oui, c'est vrai, c'est les JO en France. En fait, si, ça a un peu à voir. Il y a un truc que je fais qui est sur les NHANES Games, qui sont un projet de JO dopé financé justement par Peter Thiel. Ok. Pas mal. C'est quoi? Voilà, c'est un JO avec quoi dedans? Il y a que des libertariens qui courent? C'est quoi? Il court et c'est quoi? Il y a du cash prize à la fin, c'est ça? Exactement. Du coup, c'est ça. Comme aujourd'hui, les athlètes des JO sont très mal rémunérés, bah, pour les attirer, ils mettent 1 million de prize sur la table. Et ça conduit à beaucoup de réactions. Non, mais tu déconnes, c'est vrai, ça? Du coup,
Ah, c'est complètement vrai, j'ai été... Ah non, mais moi, j'étais en train de délirer, quoi, en fait. Moi, quand je disais ça, quoi, en fait. C'est exactement ça. Non, il y a le CEO, c'est le mec qui avait fait c'est l'avocat qui avait géré le procès de Thiel contre Hulk Hogan, contre Gawker. Ah oui, bien sûr. Cette histoire. Bah, c'est ce type, en fait, qui est son espèce de protégé, qui est un businessman australien, qui est le protégé de Peter Thiel depuis des années, qui mène ce truc à Londres. Je suis allée les rencontrer à Londres, etc. Donc, c'est des JO où il y a vraiment de la thune à gagner. Le dopage autorisé. Et où il y a de la thune à gagner. Et on pourra parier aussi, je suppose. Et c'est une bonne question. Ouais. Ils ont déjà ça, un parce que tu sais qu'ils ont légalisé le betting sur le sport aux US, donc je suis certain qu'il doit y avoir un peu de betting là-dedans. Oui, ils risquent de rajouter cet aspect. Écoutez, on n'arrête pas le progrès, quoi, en fait. Bon, merci à tous. Semaine prochaine, hein, attention les gars. Semaine prochaine, 10 juin, il va se passer du truc, ça va bouger. On sait pas ce que Apple va nous annoncer. Moi, je prie pour Apple. Je prie pour Apple parce que j'aime tellement cette marque. J'achète. Mais le 10 juin va être une date importante. Tim Cook, sois fort. On est avec toi. À la semaine prochaine. Hasta luego, amigos. Ciao.